Sans chiquer, je dois bien convenir que ma tête n'a jamais été très solide. Mais pour un oui, pour un non à présent, des étourdissements me prenaient à en passer sous les voitures. Je titubais dans la guerre. En fait d'argent de poche, je ne pouvais compter pendant mon séjour à l'hôpital que sur les quelques francs donnés par ma mère chaque semaine, bien péniblement. Aussi, me mis-je dès que cela me fut possible, à la recherche de petits suppléments par-ci, par-là, où je pouvais en escompter. L'un de mes anciens patrons, d'abord, me sembla propice à cet égard et reçut ma visite aussitôt. Il me souvenait bien opportunément d'avoir besogné quelque temps obscur chez ce Roger Puttat, le bijoutier de la Madeleine, en qualité d'employé supplémentaire, un peu avant la déclaration de la guerre. Mon ouvrage chez ce dégueulasse bijoutier consistait en extra, à nettoyer son argenterie du magasin, nombreuse, variée, et pendant les fêtes à cadeaux, à cause des tripotages continuels, d'entretiens difficiles. Dès la fermeture de la faculté, où je poursuivais de rigoureuses et interminables études, à cause des examens que je ratais, je rejoignais au galop l'arrière-boutique de M. Puttat et m'escrimais pendant 2 ou 3 heures sur ses chocolatières, au blanc d'Espagne jusqu'au moment du dîner. Pour prix de mon travail, j'étais nourri, abondamment d'ailleurs, à la cuisine. Mon boulot consistait encore, d'autre part, avant l'heure des cours, à faire promener et pisser les chiens de garde du magasin, le tout ensemble pour 40 francs par mois. La bijouterie Puttat scintillait de 1000 diamants à l'angle de la rue Vignon, et chacun de ces diamants coûtait autant que plusieurs décades de mon salaire. Ils y scintillent d'ailleurs toujours, ces joyaux. Versé dans l'auxiliaire à la mobilisation, ce patron Puttat se mit à servir particulièrement un ministre dont il conduisait de temps à autre l'automobile. Mais d'autre part, et cette fois de façon tout à fait officieuse, il se rendait, Puttat, des plus utiles en fournissant les bijoux du ministère. Le haut personnel spéculait fort heureusement sur les marchés conclus et à conclure. Plus on avançait dans la guerre et plus on avait besoin de bijoux. M. Puttat avait même quelquefois de la peine à faire face aux commandes, tellement il en recevait. Quand il était surmené, M. Puttat arrivait à prendre un petit air d'intelligence, à cause de la fatigue qui le tourmentait, et uniquement dans ces moments-là. Mais reposé, son visage, malgré la finesse incontestable de ses traits, formait une harmonie de placidité sotte, dont il est difficile de ne pas garder pour toujours un souvenir désespérant. Sa femme, Madame Puttat, ne faisait qu'un avec la caisse de la maison, qu'elle ne quittait pour ainsi dire jamais. On l'avait élevée pour qu'elle devienne la femme d'un bijoutier, ambition de parents. Elle connaissait son devoir, tout son devoir. Le ménage était heureux en même temps que la caisse était prospère. Ce n'est point qu'elle fût laide, Madame Puttat, non, elle aurait même pu être assez jolie, comme tant d'autres, seulement elle était si prudente, si méfiante, qu'elle s'arrêtait au bord de la beauté, comme au bord de la vie, avec ses cheveux un peu trop peignés, son sourire un peu trop facile et soudain, des gestes un peu trop rapides ou un peu trop furtifs. On s'agaçait à démêler ce qu'il y avait de trop calculé dans cet être et les raisons de la gêne qu'on éprouvait en dépit de tout à son approche. Cette répulsion instinctive qu'inspirent les commerçants à ceux qui les approchent et qui savent est une des très rares consolations qu'éprouvent d'être aussi miteux qu'ils le sont ceux qui ne vendent rien à personne. Les soucis étriqués du commerce la possédaient donc tout entière, Madame Puttat, tout comme Madame Hérotte, mais dans un autre genre et comme Dieu possède ses religieuses, corps et âme. De temps en temps, cependant, elle éprouvait, notre patronne, comme un petit souci de circonstance. Ainsi lui arrivait-il de se laisser aller à penser aux parents de la guerre. Quel malheur cette guerre tout de même pour les gens qui ont de grands enfants. Réfléchis donc avant de parler, la reprenait aussitôt son mari, que ses sensibleries trouvaient, lui, prêt et résolu. Ne faut-il pas que la France soit défendue? Ainsi, bon cœur, mais bon patriote par-dessus tout, stoïque en somme, ils s'endormaient chaque soir de la guerre au-dessus des millions de leurs boutiques, fortune française. Dans les bordels qu'il fréquentait de temps en temps, M. Puttat se montrait exigeant et désireux de n'être point pris pour un prodigue. « Je ne suis pas un Anglais, moi, mignonne !» prévenait-il dès l'abord. « Je connais le travail. Je suis un petit soldat français pas pressé. »
Telle était sa déclaration préambulaire. Les femmes l'estimaient beaucoup pour cette façon sage de prendre son plaisir, jouisseur mais pas dupe, un homme. Il profitait de ce qu'il connaissait son monde pour effectuer quelques transactions de bijoux avec la sous-maîtresse, qui, elle, ne croyait pas au placement en bourse. M. Putat progressait de façon surprenante au point de vue militaire, de réformes temporaires en sursis définitif. Bientôt il fut tout à fait libéré après on ne sait combien de visites médicales opportunes. Il comptait pour l'une des plus hautes joies de son existence la contemplation et, si possible, la palpation de beaux mollets. C'était au moins un plaisir par lequel il dépassait sa femme, elle uniquement vouée au commerce. À qualités égales, on trouve toujours, semble-t-il, un peu plus d'inquiétude chez l'homme que chez la femme, si borné, si croupissant qu'il puisse être. C'était un petit début d'artiste, en somme, ce Putat. Beaucoup d'hommes, en fait d'art, s'en tiennent toujours comme lui à la manie des beaux mollets. Madame Putat était bien heureuse de ne pas avoir d'enfant. Elle manifestait si souvent sa satisfaction d'être stérile que son mari, à son tour, finit par communiquer leur contentement à la sous-maîtresse. « Il faut cependant bien que les enfants de quelqu'un y aillent, » répondait celle-ci à son tour, « puisque c'est un devoir. » C'est vrai que la guerre comportait des devoirs. Le ministre que servait Putat en automobile n'avait pas non plus d'enfants. Les ministres n'ont pas d'enfants. Un autre employé accessoire travaillait en même temps que moi aux petites besognes du magasin vers 1913. C'était Jean Voireuse, un peu figurant pendant la soirée dans les petits théâtres et l'après-midi livreur chez Putat. Il se contentait lui aussi de très minimes appointements. Mais il se débrouillait grâce au métro. Il allait presque aussi vite à pied qu'en métro pour faire ses courses. Alors il mettait le prix du billet dans sa poche, tout rabiot. Il sentait un peu des pieds, c'est vrai, et même beaucoup, mais il le savait et me demandait de l'avertir quand il n'y avait pas de clients au magasin pour qu'il puisse y pénétrer sans dommage et faire ses comptes en douce avec Madame Putat. Une fois l'argent encaissé, on le renvoyait instantanément me rejoindre dans l'arrière-boutique. Ses pieds lui servirent encore beaucoup pendant la guerre. Il passait pour l'agent de liaison le plus rapide de son régiment. En convalescence, il vint me voir au fort de Bicêtre, et c'est même à l'occasion de cette visite que nous décidâmes d'aller ensemble taper notre ancien patron. Qui fut dit, fut fait. Au moment où nous arrivions boulevard de la Madeleine, on finissait l'étalage. « Tiens, vous voilà, vous autres !» s'étonna un peu de nous voir M. Putat. « Je suis bien content quand même. Entrez, vous, Voireuse, vous avez bonne mine, ça va bien. Mais vous, Bardamu, vous avez l'air malade, mon garçon. Enfin, vous êtes jeune, ça reviendra. Vous en avez de la veine, malgré tout, vous autres. On peut dire ce que l'on voudra. Vous vivez des heures magnifiques, là-haut, et à l'air. C'est de l'histoire, ça, mes amis, où je m'y connais pas. Et quelle histoire ! On ne répondait rien, monsieur Putat. On le laissait dire tout ce qu'il voulait avant de le taper. Alors il continuait. « Ah, c'est dur, j'en conviens, les tranchées. C'est vrai. Mais c'est joliment dur ici aussi, vous savez. Vous avez été blessés, vous autres. Moi, je suis éreinté. J'en ai fait du service de nuit en ville depuis 2 ans, vous vous rendez compte. Pensez donc, absolument éreinté, crevé. Les rues de Paris pendant la nuit, sans lumière, mes petits amis, y conduire une auto et souvent avec le ministre dedans, et en vitesse encore. Vous pouvez pas vous imaginer, c'est à se tuer 10 fois par nuit. Oui, ponctua Madame Putat, et quelquefois il conduit la femme du ministre aussi. Ah oui, et c'est pas fini. C'est terrible, reprîmes-nous ensemble. Et les chiens? Demanda Voireuse pour être poli. Qu'en a-t-on fait? Va-t-on encore les promener aux Tuileries? Je les ai fait abattre, ils me faisaient du tort. Ça ne faisait pas bien au magasin, des bergers allemands. C'est malheureux, regretta sa femme. Mais les nouveaux chiens qu'on a maintenant sont bien gentils. C'est des Écossais, ils sentent un peu. Tandis que nos bergers allemands, vous vous souvenez, Voireuse, ils ne sentaient jamais, pour ainsi dire. On pouvait les garder dans le magasin enfermés, même après la pluie. Ah oui, ajouta M. Putat, c'est pas comme ce sacré Voireuse avec ses pieds. Est-ce qu'ils sentent toujours vos pieds, Jean? Sacré Voireuse, va. Je crois encore un peu, qu'il a répondu Voireuse. À ce moment, des clients entrèrent.
Je ne vous retiens plus, mes amis, nous fit M. Putat, soucieux d'éliminer Jean au plus tôt du magasin. Et bonne santé surtout. Je ne vous demande pas d'où vous venez. Eh non, défense nationale avant tout, c'est mon avis. À ces mots de défense nationale, il se fit tout à fait sérieux, Putat, comme lorsqu'il rendait la monnaie. Ainsi on nous congédiait. Madame Putat nous remit 20 francs à chacun en partant. Le magasin astiqué et luisant comme un yacht, on n'osait plus le retraverser à cause de nos chaussures qui, sur le fin tapis, paraissaient monstrueuses. Ah, regardez-les donc, Roger, tous les deux, comme ils sont drôles, ils n'ont plus l'habitude, on dirait qu'ils ont marché dans quelque chose, s'exclamait Madame Putat. Ça leur reviendra, fit Monsieur Putat, cordial et bonhomme, et bien content d'être débarrassé aussi promptement à si peu de frais. Une fois dans la rue, nous réfléchîmes qu'on n'irait pas très loin avec nos 20 francs chacun, mais Voireuse, lui, avait une idée supplémentaire. « Viens, qu'il me dit, chez la mère d'un copain qui est mort pendant qu'on était dans la Meuse. J'y vais, moi, tous les 8 jours chez ses parents, pour leur raconter comment qu'il est mort leur fieu. C'est des gens riches. Elle me donne dans les 100 francs à chaque fois, sa mère. Ça leur fait plaisir qu'ils disent. Alors tu comprends. Qu'est-ce que j'irai y faire, moi, chez eux ? Qu'est-ce que je dirai, moi, à la mère ? Eh bien, tu lui diras que tu l'as vue, toi aussi. Elle te donnera 100 francs à toi aussi. C'est des vrais gens riches, ça, je te dis, et qui sont pas comme ce mufle de Putat. Ils regardent pas, eux. Je veux bien, mais elle va pas me demander des détails, t'es sûr ? Parce que je l'ai pas connu, moi, son fils, hein. Je nagerais, moi, si elle en demandait. Non, non, ça fait rien. Tu diras tout comme moi. Tu feras oui, oui. T'en fais pas, elle a du chagrin, tu comprends, cette femme-là, et du moment alors qu'on lui parle de son fils, elle est contente. C'est rien que ça qu'elle demande, n'importe quoi, c'est pas du rion. Je parvenais mal à me décider, mais j'avais bien envie des 100 francs qui me paraissaient exceptionnellement faciles à obtenir et comme providentiels. Bon, que je me décidais à la fin. Mais alors faut que j'invente rien, hein, je te préviens. Tu me le promets ? Je dirais comme toi, c'est tout. Comment qu'il est mort d'abord, le gars ? Il a pris un obus en pleine poire, mon vieux, et puis pas un petit, à Garance que ça s'appelait, dans la Meuse, sur le bord d'une rivière. On n'en a pas retrouvé ça, du gars, mon vieux. C'était plus qu'un souvenir, quoi. Et pourtant, tu sais, il était grand et bien balancé, le gars, et fort et sportif, mais contre un obus, hein, pas de résistance. C'est vrai. Nettoyé, je te dis qu'il a été. Sa mère, elle a encore du mal à croire ça au jour d'aujourd'hui. J'ai beau y dire et y redire, elle veut qu'il soit seulement disparu. C'est idiot une idée comme ça. Disparu. C'est pas de sa faute. Elle en a jamais vu, elle, d'obus. Elle peut pas comprendre qu'on foute le camp dans l'air comme ça, comme un P, et puis que ça soit fini. Surtout que c'est son fils. Évidemment. D'abord, je n'y ai pas été depuis 15 jours chez eux. Mais tu vas voir quand j'y arrive. Elle me reçoit tout de suite, sa mère, dans le salon. Et puis tu sais, c'est beau chez eux. On dirait un théâtre, tellement qu'il y en a des rideaux, des tapis, des glaces partout. 100 francs, tu comprends, ça doit pas les gêner beaucoup. C'est comme moi 100 sous, qui dirait-on à peu près. Aujourd'hui, elle est même bonne pour 200, depuis 15 jours qu'elle m'a pas vu. Tu verras les domestiques avec les boutons en doré, mon ami. À l'avenue Henri Martin, on tournait sur la gauche et puis on avançait encore un peu. Enfin, on arrivait devant une grille au milieu des arbres d'une petite allée privée. Tu vois, que remarqua Voireuse, quand on fut bien devant, c'est comme une espèce de château. Je te l'avais bien dit. Le père est un grand Manitou dans les chemins de fer qu'on m'a raconté. C'est une huile. Il est pas chef de gare, que je fais, moi, pour plaisanter. Rigole pas. Le voilà là-bas qui descend. Il vient sur nous. Mais l'homme âgé qu'il me désignait ne vint pas tout de suite. Il marchait voûté autour de la pelouse, en parlant avec un soldat. Nous approchâmes. Je reconnus le soldat. C'était le même réserviste que j'avais rencontré la nuit à Noirceur sur la Lys, où j'étais en reconnaissance. Je me souvins même à l'instant du nom qu'il m'avait dit, Robinson. « Tu le connais, toi, ce biffin-là » qu'il me demanda, Voireuse. « Oui, je le connais. C'est peut-être un ami à eux. Ils doivent se parler de la mère. Je voudrais pas qu'ils nous empêchent d'aller la voir, parce que c'est elle plutôt qui donne le pognon. » Le vieux monsieur se rapprocha de nous. Il chevrotait. « Mon cher ami, dit-il à Voireuse, j'ai la grande douleur de vous apprendre que depuis votre dernière visite,
Ma pauvre femme a succombé à notre immense chagrin. Jeudi, nous l'avions laissée seule un moment. Elle nous l'avait demandé. Elle pleurait. Il ne sut finir sa phrase. Il se détourna brusquement et nous quitta. « Je te reconnais bien ?» fis-je alors à Robinson dès que le vieux monsieur se fut suffisamment éloigné de nous. « Moi aussi que je te reconnais. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la vieille ?» que je lui ai alors demandé. « Eh bien, elle s'est pendue avant-hier, voilà tout. » qu'il a répondu. « Tu parles alors d'une noix, dis donc !» qu'il a même ajouté à ce propos. « Moi qui l'avais comme marraine, c'est bien ma veine, hein. Tu parles d'un lot, pour la première fois que je venais en permission, et il y a 6 mois que je l'attendais ce jour-là. » On n'a pas pu s'empêcher de rigoler, Voireuse et moi, de ce malheur-là qui lui arrivait à lui, Robinson. En fait, de sale surprise, c'en était une. Seulement, ça nous rendait pas nos 200 balles à nous non plus qu'elle soit morte, nous qu'on allait monter un nouveau bobard pour la circonstance. Du coup, nous n'étions pas contents, ni les uns, ni les autres. « Tu l'avais, ta gueule enfarinée, hein, grand saligo ?» qu'on l'asticotait, nous, Robinson, histoire de le faire grimper et de le mettre en boîte. « Tu croyais que t'allais te l'envoyer, hein ? Le gueuleton pépère avec les vieux. Tu croyais peut-être aussi que t'allais l'enfiler, la marraine. T'es servi, dis donc !» Comme on pouvait pas rester là tout de même à regarder la pelouse en se bidonnant, on est partis tous les 3 ensemble du côté de Grenelle. On a compté notre argent à tous les 3, ça faisait pas beaucoup. Comme il fallait rentrer le soir même dans nos hôpitaux et dépôts respectifs, il y avait juste assez pour un dîner au bistrot à 3, et puis il restait peut-être encore un petit quelque chose, mais pas assez pour monter au bobinard. Cependant, on y a été quand même au claque, mais pour prendre un verre seulement, et en bas. « Toi, je suis content de te revoir », qu'il m'a annoncé Robinson. « Mais tu parles d'un colis quand même, la mère du gars. Tout de même quand j'y repense, et qui va se pendre le jour même où j'arrive, dis donc. Je la retiens, celle-là. Est-ce que je me pends, moi, dis? Du chagrin, je passerai mon temps à me pendre, moi, alors. Et toi? Les gens riches, fit Voireuse, c'est plus sensible que les autres. » Il avait bon cœur, Voireuse. Il ajouta encore, « Si j'avais 6 francs, je monterais avec la petite brune que tu vois là-bas, près de la machine à sous. »« Vas-y, qu'on lui a dit, nous, alors. Tu nous raconteras si elle suce bien. » Seulement, on a eu beau chercher, on n'avait pas assez avec le pourboire pour qu'il puisse se l'envoyer. On avait juste assez pour encore un café chacun et 2 cassis. Une fois lichés, on est reparti se promener. Place Vendôme qu'on a fini par se quitter. Chacun partait de son côté. On ne se voyait plus en se quittant et on parlait bas tellement il y avait des échos. Pas de lumière, c'était défendu. Lui, Jean Voireuse, je l'ai jamais revu. Robinson, je l'ai retrouvé souvent par la suite. Jean Voireuse, c'est les gaz qui l'ont possédé dans la Somme. Il est allé finir au bord de la mer en Bretagne, 2 ans plus tard, dans un sanatorium marin. Il m'a écrit 2 fois dans les débuts, puis plus du tout. Il n'y avait jamais été à la mer. « T'as pas idée comme c'est beau » qu'il m'écrivait. « Je prends un peu des bains, c'est bon pour mes pieds, mais ma voix, je crois qu'elle est bien foutue. » Ça le gênait parce que son ambition, au fond, à lui, c'était de pouvoir un jour rentrer dans les chœurs au théâtre. C'est bien mieux payé et plus artiste les chœurs que la figuration simple.